สบายดีท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพมื้อนี้ข้าพเจ้ามีเกียรติอันสูงสุดที่ได้เชื้อเชิญมาดามโซฟีอันโซฟีเจนดรอสผู้ที่ว่าได้เคยไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศลาวเป็นเวลา3 ปีและถูกผลักดันออกจากประเทศลาวอย่างกระทันหันมื้อนี้ข้าพเจ้าขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็ผู้ที่รับฟังทุกท่านในทั่วทุกมุมโลกสบายดีมาดามชินดรอสมาดามอันโซฟีบงจูมาดามอันโซฟี Bonjour สบายดีหมดทุกคนสบายดีข้าพเจ้ารู้สึกยินดีได้พบกันกับหมดทุกคนก็ยินดีคือกันเด้อดีใจหลายมาดามอันโซฟีโอ้ยขอบใจมามื้อนี้ก็มีเป็นเกียรติอันสูงเนาะ On est très content que Madame Anne-Sophie soit ici à notre télévision La Voix du Peuple. C'est Voice of the Lao People. เสียงประชาชนลาว Merci beaucoup de m'accueillir. Qui vient d'exister seulement 2 mois et demi à peu près. Toutes mes félicitations. Merci. La première question, on aimerait que vous demandez ou vous interviewez que comment vous apercevez le régime communiste du Laos qui gouverne en main de fer depuis 40 ans et tellement de souffrances, tellement de déchirures entre le peuple et beaucoup de personnes qui étaient amenées dans un camp de séminaire, on appelle, mais dans le fond c'est un camp de tuerie, de camp de massacre. Beaucoup de professionnels, beaucoup de diplômés, beaucoup d'intellectuels étaient délaissés en mourant dans la jungle. Qu'en pensez-vous? Depuis 1960. Bon, d'abord, je vais peut-être situer le contexte un peu de mon expérience au Laos. Donc moi j'ai travaillé pendant 3 ans et demi au Laos. Je suis arrivée au Laos, c'était en 2009 et c'était la première fois pour moi d'arriver dans ce pays. Et j'avais une connaissance aussi limitée de l'histoire du Laos. J'ai appris un peu à connaître l'histoire du Laos en travaillant dans votre pays. Moi-même en tant qu'étrangère, c'est vrai que ce n'est pas mon pays, mais j'ai eu beaucoup de sympathie pour les gens avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Et c'est vrai que à cause du régime en place, on fait face à beaucoup de défis quand on travaille dans la coopération au développement au Laos. Et c'est justement un peu le témoignage que j'ai voulu apporter en parlant dans ce livre et en écrivant ce livre. Oui. On a vu votre livre. On aimerait voir en anglais aussi, si ce sera possible. Félicitations en publiant un bon livre, un bon volume. Le peuple là est tellement fier de vous. Merci. Donc le livre est écrit en français puisque le français c'est ma langue maternelle, c'est la langue dans laquelle je m'exprime le plus facilement quand c'est le langage du cœur. Mais c'est vrai qu'il va être traduit en anglais, il sera disponible en anglais. Oui. J'espère bientôt. On aimerait voir le plus tôt possible aussi. Et aussi, comment sentez-vous quand vous approchez le peuple là? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont accueillants? Bien sûr, c'est la première chose qui nous touche quand on arrive au Laos en tant qu'étranger, c'est justement on se sent accueilli. Les Laotiens sont des gens vraiment généreux, sont des gens chaleureux qui sourient beaucoup. Et c'est vrai que c'est d'abord cette chaleur que l'on ressent quand on arrive au Laos. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être un peu trompeur dans la mesure où les Laotiens ne vont pas facilement non plus vous parler de problèmes qui existent ou les défis auxquels ils font face. Et donc, il y a une partie de la réalité qu'on peut facilement ignorer quand on est au Laos. Oui.
moi aussi, je me sentais comme, je me rappelle quand j'étais petit, on est tellement gênés, les Laotiens sont des gens qui sont réservés et avec leurs coutumes, avec leur, ils s'expriment pas vraiment ce qu'ils désirent. Ils disent tout le temps non, non, mais dans le fond, ils veulent des fois. C'est comme. Bopenyang, c'est ça. C'est ça. Ils disent tout le temps pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Oui, bon, je pense qu'il y a aussi une certaine sagesse parce que ça permet aussi peut-être de mieux concilier les choses quand on fait face à des difficultés. Mais c'est vrai que parfois, je pense que ça peut être une difficulté aussi parce qu'il y a un peu une fatalité derrière ça. Oui. Moi, je vois ça, que le peuple lao est un peuple qui est tellement sage et tranquille, pacifique, un peuple qui aime beaucoup la vie, qui essaie de résister, qui survive avec le régime qui est tellement totalitaire, qui est tellement féroce, qui est tellement méchant avec son peuple. Mais c'est ce qui rend aussi les choses peut-être plus faciles pour un régime autoritaire. Hein. Quand vous avez un peuple qui est plus dans l'acceptation et qui finalement ne va pas prendre d'initiative, ne va pas avoir la curiosité peut-être de poser des questions ou va plutôt faire très attention, être très prudent aussi pour ne pas aborder des sujets qui sont un peu sensibles. Oui, et c'est pour ça, je pense que c'est ce que j'ai voulu dire aussi, en fait, à travers le titre de mon livre, parce que ça s'appelle Au Laos, la répression silencieuse. C'est une répression qui existe, mais qui n'est pas visible, dont on n'entend pas parler. Et la première raison, c'est que c'est une répression par la peur. Hein. Donc, les Laotiens, en fait, par peur, vont s'autocensurer, vont se limiter eux-mêmes. Pour ne pas dépasser certaines restrictions. Oui. Et puis elle est silencieuse aussi parce qu'on n'en parle pas. Parce que l'information non plus ne passe pas à l'extérieur. Hein. Oui, je vois dans ce sens, mais il y a aussi du côté des intellectuels où dans le café, dans le coin de rue, je me sens que les Laotiens commencent à détester et jaser de parler de ce régime, de la corruption, de la non-transparence, pas de transparence comme la corruption. Ils font seulement pour leur famille. Il y a quelques groupes de gens seulement qui s'enrichissent. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont critiques. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient aussi préoccupés par ça, même à l'intérieur du gouvernement. Vous pouvez trouver aussi des gens qui souhaiteraient en fait œuvrer pour des changements positifs. Mais le gros problème, justement, c'est qu'à cause de toutes ces restrictions qui sont imposées sur les associations locales, sur la société civile, c'est très difficile de s'organiser pour défendre des intérêts de façon collective ou pour faire entendre sa voix simplement. Oui. Pour les intellectuels ou dans les gens dans les branches gouvernementales qui essayent de survivre, qui essayent de travailler comme les ONG, les NGO, les ONG comme vous aussi, comme il y a beaucoup de ONG qui sont au Laos, qui essayaient de ne pas dire la vérité, ou essayer de survivre dans le fond, ou de travailler au Laos. Qu'en pensez-vous? Vous savez, oui, ça a été une des difficultés pour moi pendant ces 3 ans et demi au Laos. C'était justement de pouvoir mobiliser du soutien auprès d'autres organisations internationales qui travaillent au Laos ou des agences d'aide. Et je pense une des raisons pour lesquelles il y a aussi ce silence du côté des partenaires au développement, c'est que, bon, il n'y a pas cette pression de l'opinion publique. Du fait que justement, il n'y a pas d'organisation des droits de l'homme au Laos, donc il n'y a pas de rapport
vraiment qui sortent sur la situation des droits humains au Laos, vous n'avez pas beaucoup d'informations. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression au niveau de l'opinion publique internationale, et donc je pense que tout ça, ça a favorisé aussi un peu l'indulgence de la communauté internationale. Oui, j'ai critiqué plusieurs fois comme l'Amnesty International, qui sont pas vraiment mis la pression là-dessus, ou le Centre international des droits de la personne au Québec, que j'ai déjà fréquenté, et j'ai demandé de ça, mais ça tombe sur plutôt la gauche internationale qui voulait pas, qui inactive, ou ne voulait même pas s'intervienne, ou comme le Laos. Oui, je pense justement, bon, d'une part, ce sont des organisations qui ne seraient pas autorisées à travailler au Laos. Si elles voulaient le faire de façon officielle, elles ne seraient pas autorisées à le faire. Et d'un autre côté, les Laotiens eux-mêmes qui sont dans le pays ne communiquent pas facilement avec l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'informations qui filtrent, et ça empêche en fait ces organisations, vous avez mentionné Amnesty ou Human Rights Watch, ça les empêche de faire un travail efficace sur le Laos à cause justement de ce manque de communication, de ce manque d'information. Oui, je vois. Et maintenant, il y a beaucoup d'organisations à l'étranger, des Laotiens en exil ou outre-mer, comme aux États-Unis, en France, au Canada, en Australie, sont vraiment actives. Nous aussi, par moi-même aussi, ça fait déjà 40 ans que je milite dans ce sens-là. Mais on n'est pas entendu encore comment on pourrait s'organiser, comment on pourrait rassembler un grand nombre. Parce qu'il y a aux États-Unis, comme au Minnesota, au Fresno, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de bouger. Oui, pour moi, c'était aussi une interrogation parce que, bon, en étant à l'intérieur du pays, c'est vrai qu'il n'y a pas de contact direct avec les organisations comme la vôtre qui œuvraient à l'extérieur du pays. Et puis, vous savez, il y a toujours au Laos ces rumeurs ou ces campagnes pour décrédibiliser les gens qui voudraient s'engager en faveur soit de la démocratie, soit des droits humains. Il y a toujours une accusation comme quoi il y aurait un agenda politique ou un agenda caché. Donc ça rend votre travail encore plus difficile. Et puis, bon, moi je connais peu les organisations de Laotiens en exil. Peut-être aussi qu'une des difficultés, c'est de pouvoir travailler de façon plus coordonnée, de façon plus unie. Oui. Pour le moment, nous, on a des contacts avec des organisations là à l'étranger, outre-mer, et on essaye de rassembler même les gens du pays à chaque soir, à chaque jour. Ils viennent parler à notre TV, nos jeunes qui sont au Laos, qui essayent de renfermer chez eux et parler, changer la voix, changer même le nom, sous le nom fictif, ou le nom comme le Sky, mais ils n'y mettent pas leur nom au complet. Ils camouflent leur adresse email qui était faite à l'étranger ou quelque part ailleurs dans le monde pour pouvoir au moins utiliser le Sky ou le Facebook. Oui. Bon, vous savez, pour moi, c'est un aspect de la réalité que je connais peu finalement, puisque bon, c'est surtout basé sur mon expérience à l'intérieur du pays, où en côtoyant justement des villageois ou des associations locales, bon, je me suis rendu compte de toutes ces difficultés qu'il y avait à pouvoir finalement faire un travail pour un développement durable, pour un développement juste au Laos. Après, sur les aspects plus, on va dire, plus politiques, bon, c'est vrai que c'est pas directement mon domaine, puisque mon domaine c'était la coopération au développement. Mais bon, je pense que on peut pas non plus faire du développement sans s'intéresser aux questions des droits fondamentaux. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que moi je suis un peu critique aussi par rapport aux agences d'aide qui travaillent au Laos. Et je pense qu'on devrait travailler de façon plus étroite aussi avec des organisations qui s'occupent des droits humains, même si elles ne sont pas présentes à l'intérieur du pays. C'est vrai. C'est ça que
ça fait des années que j'ai essayé de critiquer les ONG qui sont rentrées au Laos. Il y en a des ONG qui sont, comment on appelle, bidons. Ils signent un budget pour le gouvernement du Laos. Il fait un faux rapport pour que le gouvernement Laos a un budget ou passe par l'instance internationale ou une aide financière comme étrangère. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, dans tous les pays, quand on parle des ONG, c'est une grande diversité de réalités. Hein. Oui. Vous avez des organisations qui sont vraiment, on va dire des organisations qui sont de base, où c'est des mouvements à partir vraiment de communautés qui se mettent ensemble, et on va dire que c'est peut-être des mouvements plus authentiques. Après, c'est vrai que vous avez des organisations qui sont beaucoup plus opportunistes et qui se créent vraiment dans le but de capter des fonds. Et ça existe malheureusement partout. Alors vous avez des organisations qui sont créées aussi par par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intentions louables ou les mêmes aspirations finalement. Oui, j'ai vu une organisation qui part de l'étranger, des États-Unis et du Canada, et j'ai parlé avec ces gens-là. Ils évitent de parler, c'est à cause de la peur, et en même temps, ils félicitent le gouvernement sur place. Ils disent que c'est un régime transparent, déjà ouverture, magnifique, de ci, de ça. Ça m'a choqué, tu vois, que moi, j'ai une réaction qui est tellement choquante que de voir les gens qui sont déjà sur place, mais ils ne voyaient pas la réalité. Bon, si on veut travailler à l'intérieur du Laos, surtout en tant qu'organisation étrangère, c'est vrai qu'il faut tenir compte du contexte. On ne va pas travailler dans un pays où vous avez un régime autoritaire de la même manière que dans un pays qui est complètement démocratique, où il y a le pluripartisme, etc. Donc, il faut s'adapter. Ça, c'est vraiment une réalité. Donc, il faut aussi être prudent. Mais ce que moi je dis, c'est que, bon, tant qu'on a la conviction que les choses évoluent favorablement, ça va. Et puis, il faut être prudent, il faut s'assurer qu'on soutient vraiment, disons, les éléments les plus progressistes à l'intérieur du système. Maintenant, si on n'est pas prudent, on risque effectivement de renforcer ceux qui sont plus conservateurs et qui sont moins en faveur d'une ouverture, d'une transparence, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut il faut faire attention à ce qu'on fait dans un pays comme le Laos. Oui, mais c'est quoi ou c'est comment qui vous amène à arriver que vous avez le courage de parler ce qui se passe vraiment au Laos pour vous causer de problèmes, tellement de problèmes, pour qu'ils vous expulsent en dehors du Laos? Pour moi, la raison officielle qui a été retenue contre moi, c'est de faire une campagne contre le gouvernement. En fait, ce qui s'est passé, là je reviens un peu en arrière, hein. Je pense que ce qui a marqué un virage dans le contexte laotien pour ce qui est de la société civile surtout, c'est lorsqu'il y a eu le forum des peuples Asie-Europe qui a été organisé en 2012. Donc vous savez que le Laos a voulu accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Asie et de l'Europe en 2012. Donc en accueillant le sommet officiel, le Laos avait aussi l'obligation, en tout cas s'engager, à accepter aussi qu'on organise le Forum des peuples, qui est en fait le forum des ONG, de la société civile, de l'Asie et de l'Europe. Et c'est vrai que tout au départ, on était beaucoup à douter en fait de la possibilité d'organiser un tel rassemblement au Laos, parce que c'était la première fois finalement que la société civile pouvait vraiment s'investir, se rassembler, discuter, rencontrer d'autres organisations d'Asie et d'Europe. Et à cet égard, Sombath Somphone faisait partie des Laotiens qui disaient mais non, c'est une occasion pour construire la confiance, pour amener le gouvernement à mieux comprendre finalement ce qu'est la société civile, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et donc c'était une opportunité à ne pas louper. Et bon, moi je me suis aussi personnellement engagée dans la préparation de cet événement puisque j'étais dans le comité.
avec Sombath Somphone et avec d'autres. Et c'est vrai que c'était difficile. Il fallait tout négocier, mais on avait le sentiment d'avancer. Et avec nos interlocuteurs du gouvernement, c'est vrai que bon, il fallait expliquer beaucoup de choses, ça prenait du temps, mais on avait le sentiment qu'on avançait. On nous a pas interdit de parler de certains sujets, on nous a pas limité dans ce qu'on voulait faire. Malheureusement, ce qui s'est passé après, c'est que déjà quelques jours avant que le forum n'ouvre ses portes, on s'est rendu compte en fait que cet événement allait être utilisé par la sécurité publique, par disons les éléments les plus conservateurs du régime finalement, pour identifier des gens, pour faire un suivi des organisations qui étaient un peu sur une liste noire finalement. Et donc il y a eu plein d'incidents pendant le forum même. Il y a eu des menaces, il y a eu des intimidations, il y a eu des tentatives d'empêcher finalement des Laotiens de s'exprimer. Et je pense que pour le régime en place, ce forum, ça a été comme un signal d'alarme finalement. Ils se sont rendus compte du potentiel qu'il y avait dans une société civile forte. Et je pense que des messages clairs ont voulu être donnés, notamment avec mon expulsion et puis une semaine plus tard avec la disparition de Sombath. Oui, j'ai remarqué que la réaction est déjà commencée au début. Parce que ce régime-là, ils ont laissé ouvert un peu d'ouverture juste pour faire l'apparence. Faire l'apparence aux instances internationales et les pays européens qui viennent, les États, les membres d'États occidentaux qui arrivent, ils font un petit peu l'apparence que je vois. J'ai remarqué que Sombath Somphone est tellement fier de sa façon qu'il travaille et malheureusement cette apparence-là est un faux espoir que j'ai suivi très près et Sombath Somphone essayait de dire, de convaincre certaines branches gouvernementales, ils ont compris parce que ce sont des amis des fois, on peut parler, les gens du gouvernement sont des amis, mais le dictateur, le vraiment dictateur, c'est le dernier mot, c'est Tioumali Sayasone, et il finit même pas une sixième année. C'est seulement quelqu'un d'illettré dans le fond qui gouverne un pays. Comment il peut comprendre l'ouverture vers l'Europe, vers l'Occident, vers la démocratie, vers les droits de la personne? C'est ça. Bon. Les personnes avec qui on a pu coopérer à la préparation de ce forum, je pense que c'est des gens qui sont tout à fait honnêtement engagés et qui voulaient bien faire les choses. C'était surtout des gens des affaires étrangères, peut-être des gens aussi qui sont plus en lien avec la communauté internationale et qui comprennent mieux comment ces grands événements s'organisent et tout ça. Maintenant, c'est vrai que il y a certainement une frange plus conservatrice dans le régime, des gens auxquels nous on n'a jamais accès non plus, qu'on ne connaît pas, mais on sent bien que c'est là qu'il y a le pouvoir. Et on s'imagine bien que quand ces gens-là prennent des décisions, il n'y a pas grand-chose à négocier, même pour des partenaires à l'intérieur du gouvernement. Et vous voyez la raison qu'ils ont expulsé même le premier ministre du pays, que Bosohan Bupawan, c'est un premier ministre. Comment ils ont expulsé du gouvernement en éclair. Vous voyez, et je vois ça, un régime qui était tellement rigide, qui est tellement dur, que le monde n'en parle pas. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils sont bonne gouvernance? Est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils utilisent le pouvoir absolu pour contrôler le pouvoir, pour s'enrichir depuis 40 ans? Vous savez, il y a des choses, pour avoir travaillé aussi dans d'autres pays, en Asie et en Afrique, on retrouve certains
disons, certains défis, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ce qui rend les choses, disons, beaucoup plus compliquées dans un pays comme le Laos, c'est que vous avez le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir militaire qui est concentré dans les mains finalement d'un petit nombre. Et ça rend les choses compliquées, bon, pour des organisations qui travaillent à l'intérieur du Laos, des organisations internationales, mais aussi évidemment pour les Laotiens eux-mêmes, qui justement quand il y a des politiques de développement qui sont décidées, je pense notamment à cette politique qui veut convertir la terre en capital, et donc qui favorise les grands investissements dans des plantations industrielles, dans des barrages ou dans l'exploitation de mines. Eh bien, vous avez beau avoir des lois qui sont là pour dire oui, il faut que les personnes qui sont affectées par ces projets puissent être compensées, qu'il y ait une certaine justice. Vous vous rendez compte que l'application de ces textes, finalement, elle est très partielle, et que les gens ont peur aussi de réclamer leurs droits parce que justement il n'y a pas tout ce tissu de la société civile, ces associations locales dans lesquelles ils peuvent se retrouver et faire entendre leur voix de manière collective. Oui. Quand pensez-vous que l'État pensait qu'ils sont propriétaires du terrain ou toute la terre du peuple? Comme la population était prise leur terrain, qui était héritier depuis génération en génération. Un jour, ils se trouvent face devant ce régime-là, qui prennent leur pouvoir, leur terre, qui arrachent leur maison, qui détruisent leur maison pour construire un building. Oui. Qu'en pensez-vous de ça? Alors c'est un régime foncier justement où on dit que la terre appartient à l'État. C'est aussi le cas dans d'autres pays malheureusement. C'est des régimes qui sont en fait hérités de la puissance coloniale qui était installée avant. Bon, il y a beaucoup de mouvements maintenant. Là, je parle au niveau international. Beaucoup de mouvements qui s'organisent justement pour faire évoluer ce genre de régime, font finalement reconnaître des droits qui sont parfois des droits traditionnels. Hein. On pense notamment aux peuples autochtones, aux minorités ethniques, qui ont des mondes vraiment très loin en arrière dans leur histoire, pour que ces droits, même traditionnels, puissent être reconnus. Alors bon, vous avez des pays où les choses, où le gouvernement en place reconnaît progressivement le droit des populations locales à la terre. Hein. Maintenant, encore une fois, quand on est au Laos, c'est un rendu difficile justement à cause de toutes les restrictions qui existent au Laos sur la capacité à s'exprimer, la liberté d'association, le droit de manifester. Donc tout ça rend ce combat beaucoup plus limité au Laos. Oui. Aussi, dans la façon de développer le pays, comme dans l'agricole, dans le barrage et la façon que la Laos voulait devenir la batterie de l'Asie, leur rêve. Et en même temps, Ouais. ils pensaient le train le plus rapide au monde qui vient au Laos. Moi, j'ai pensé que ça me fait un petit peu rire, comme le bœuf ou le buffle, ils s'étourdissent parce qu'ils voyaient le train passe tout le temps. Ça leur dérange le système et la population sera la même chose. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez, en travaillant au Laos, moi je ne suis pas laotienne, hein, et être dans un pays et qu'on est dans la coopération internationale, bon, je pense qu'on n'a pas, c'est pas notre devoir ou notre mission de prendre position sur des grands projets qui sont proposés par le gouvernement. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir réponse à toutes les questions sur les aspects de développement. Par contre, ce que je suis persuadée, c'est que il faut que ce développement, ce soit un développement voulu par les Laotiens eux-mêmes. C'est-à-dire que les aspirations aussi du peuple laotien soient prises en compte dans les politiques de développement. Et c'est pour ça que notre rôle en tant que partenaire, quand on travaille
dans un pays qui n'est pas le nôtre, hein, on est à l'étranger. Je pense que notre rôle, c'est justement de créer ces conditions qui sont favorables pour que finalement les communautés locales puissent interagir avec le gouvernement, qu'il puisse y avoir de l'information d'abord sur les différentes options qui existent, qu'il puisse y avoir des espaces où on peut dialoguer sur les politiques de développement, et puis s'assurer que finalement ces politiques de développement qui sont mises en place par un gouvernement, elles tiennent compte des préoccupations des communautés locales, et que lorsque on met de l'argent pour aider un gouvernement à mettre en œuvre sa politique de développement, que c'est une politique qui est aussi voulue par son peuple, et pas seulement par une élite politique. Oui, et ça me fait vraiment quelque chose touché, comme l'école dans les campagnes, dans les montagnes, les plus lointains. J'ai vu une école, même pas de mur, même pas de toit. Des fois, c'est sous un arbre. C'est surpris, parce que pendant ma jeunesse, quand j'étais au Laos, j'étais un jeune étudiant, j'étais au lycée, et le monde à une école était aidé par les États-Unis, comme construire les écoles dans le village. Mais on a tellement de bois, comme le bois dans la forêt, on peut faire une école avec un seul ou deux bois. Mais aujourd'hui, une école qui n'a pas de mur, pas de toit, et un enfant pas de table, pas de chaise. Des fois, ils s'assit sur un banc de bambou. Est-ce que vous voyez déjà? Bon, il y a tout l'aspect, oui. C'est vrai qu'il y a l'aspect, vous parlez surtout de l'école sur la dimension de l'infrastructure, hein, un toit, un mur, une table et des chaises. C'est vrai que c'est un élément important. Maintenant, quelqu'un comme Sombath Somphone, lui, il regardait aussi beaucoup la qualité de l'éducation. Et d'ailleurs, quand il a organisé ces consultations au niveau des provinces, c'était avant le Forum des peuples à Vientiane en 2012, donc Sombath avait, avec l'accord du gouvernement, hein, il avait ouvert des espaces de dialogue pour la population, pour venir s'exprimer sur ce qui rend heureux et ce qui est source de souffrance. Et ben, parmi ces préoccupations, l'éducation a été aussi abordée, et c'était surtout les aspects qualité de l'éducation qui étaient au centre des préoccupations. Donc c'est vrai que je pense que ça rejoint une préoccupation partagée par beaucoup au Laos. Avant 1975, les gens, quand ils ont terminé le cours primaire, comme 6e année, ils parlaient déjà français au moins, ou en anglais déjà. Ils commencent à pouvoir écrire et communiquer, faire des phrases, ou parler déjà. Comme moi, je parlais déjà à l'âge de 12 ans le français. Mais j'ai oublié un petit peu parce que je ne m'en occupe pas beaucoup. Mais quand même, je me rappelle dans ma jeunesse de parler le français, au moins la base. Mais les gens dans ce temps-là, 40 ans en arrière, ils ont plus développé et éduqués qu'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, les gens qui terminent la dernière année du universitaire, qui ne parlent même pas en anglais ou en français, ça paraît étonnant. Bon, c'est une période sur laquelle moi je ne peux pas m'exprimer. Oui. Oui, parce que c'est très courte que vous étiez au Laos, hein, 3 ans. Ouais. Et en même temps, vous préoccupez vraiment seulement votre fonction, s'en occuper le village, peut-être dans un coin. C'est parce que le Laos c'est très intéressant. Même moi, quand je suis rentré au Laos, l'avion est presque déposé à Vat-Thai et mon cœur a déjà débatté très fort. Oui. Malheureusement, quand je suis rentré à Vat-Thai, ils m'ont expulsé tout de suite. Je ne peux pas rentrer. J'étais sur la liste noire. Juste que je dis pas que je suis pas d'accord, la façon de développer le pays, la façon que le gouvernement s'enrichit seulement pour leur famille, que j'ai critiqué. Oui. Oui. C'est vrai qu'après avoir publié ce livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages de Laotiens
qui ne vivent pas au Laos, aux États-Unis. C'est vrai que c'est des témoignages qui me touchent, mais on sent bien qu'il y a une grande souffrance en fait qui est là, et je me rends compte que c'est difficile aussi souvent d'en parler parce que justement le Laos est peu connu, et on a de la peine à vraiment comprendre ce qui s'y passe. Savez-vous que moi, dans ma famille, je suis rescapé très jeune homme. Quand je suis rescapé, j'ai 25 ans rescapé du pays avec ma femme. Elle a seulement 20 ans dans ce temps, avec mon enfant. Et j'ai perdu 3 enfants dans ma famille, de moi-même. 3 enfants étaient morts. Un qui était quasiment maltraité ou assassiné par le médecin du régime. Et mon père a été tué dans un camp de réfugiés. Non, pardon, pas dans un camp de réfugiés, dans un camp de séminaire. Il dit séminaire, mais c'est un camp de punition, un camp de torture. De rééducation, oui. Oui, camp de rééducation, ils disent. Mais dans le fond, moi je suis tellement content, tellement fier de votre ouvrage, de ce livre-là, que ça nous ouvre les yeux. Et mes enfants qui parlent français, ils vont comprendre que je vais expliquer pendant des années, ils ne comprenaient pas. Mais quand vous venez ici aujourd'hui témoigner devant la télévision, mes enfants comprennent. Et ils comprennent en français. Et en même temps, vous n'êtes pas laotien, vous n'êtes pas laotienne, mais vous témoignez la répression réaliste dans un pays comme totalitaire. Comment pensez-vous que on peut changer ce régime-là? Quand pensez-vous, comment on peut travailler, pas changer, comment on peut travailler avec une coopération plus efficace avec les gens de l'extérieur du pays? Il y a 1,5 million à peu près. Oui, vous savez ce que je voulais dire d'abord, c'est que mon témoignage, il est limité en fait à une expérience de 3 ans et demi. Donc c'est un petit peu comme une photographie que l'on prend maintenant sur la situation de la répression qui sévit au Laos et comment justement toute voix dissidente est réduite au silence. Maintenant, je pense que par rapport à votre histoire et l'histoire de beaucoup de Laotiens et de Laotiennes, je crois qu'il y a vraiment des pages très sombres, des pages très noires qu'il faudra écrire un jour pour un petit peu. Je pense pour faire un travail de vérité aussi. Je crois que c'est important pour une population de comprendre finalement ce qui s'est passé et permettre à ceux qui l'ont vécu de finalement le partager, parce que j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'isolement aussi. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas mon travail. C'est vraiment, je pense, un travail à faire que vous pouvez initier peut-être et que des Laotiens, des Laotiennes auxquels ils peuvent contribuer justement pour écrire cette histoire du Laos. Je crois que c'est important. Dans l'histoire de n'importe quel pays, je crois qu'il y a un moment où on doit raconter ce qui s'est passé. Et oui. C'est important parce que je pense que bien connaître son passé, c'est aussi une façon aussi de mieux préparer l'avenir. Oui. En dernière période, j'aimerais avoir le message que vous voulez adresser au peuple nation Lao qui sont déjà à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Qu'en pensez-vous que voulez-vous adresser ce message pour qu'il aide le Laos à sortir de ce sombre période? Bon, moi, je n'ai encore une fois, je pense que j'ai une mission qui est limitée. Hein, moi, étrangère au Laos, et j'ai une expérience seulement de 3 ans et demi dans ce pays. Ce que j'espère simplement, c'est qu'à travers ce témoignage, d'abord, qu'on comprenne mieux, un petit peu mieux ce qui se passe au Laos, et peut-être favoriser une meilleure qualité d'écoute pour des gens comme vous, pour la communauté laotienne à l'étranger, pour qu'on puisse vous écouter davantage, parce que je crois qu'il y a eu vraiment une incompréhension et souvent, bon, on peut avoir des préjugés
par rapport à ce qui se dit, parce que c'est tellement déconnecté de l'image un peu idyllique qu'on peut avoir du Laos. Et j'espère simplement que mon témoignage contribue un petit peu à peut-être à refermer un peu ce fossé et qu'on vous écoutera aussi. Voilà. Oui. Je vous remercie beaucoup, Madame Anne-Sophie. Et à l'occasion de Nouvel An Lao, c'est le mois d'avril qui s'en vient, dans quelques semaines. Vous vous souvenez très bien, la fête des eaux. Oui. Le Pimai Lao. Hein? On vous souhaite une heureuse année, une bonne chance, une très longue vie, une vie prospère et un succès dans votre travail, dans votre domaine, dans votre spécialisée, comme vous êtes approché au peuple du monde. Je vous encourage de continuer votre travail. Vous faites un bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer et puis moi je vous souhaite aussi Sokdi. Voilà. Merci. Et la prochaine fois, j'aimerais vous accorder en anglais avec quelqu'un qui s'exprime en anglais. Parce que moi, je suis pas bon. J'aimerais que le monde entier écoute et voit votre livre en anglais. Dès que votre livre en anglais qui est sorti, on aimerait vous interviewer encore une autre fois. J'espère avoir cette chance-là. Merci beaucoup de m'accorder cette chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée. Bye Merci bye. À vous. Bye bye. Bye. Sabadi. Sabadi. ขอบใจหลายๆ ใจละลาย Bye bye, madam.